Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Merci à vous. Boursorama, député RN de la Somme. On vous présente souvent, j'ai vu ça comme le monsieur économie du RN. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre rôle? Non, écoutez, il n'y a pas de rôle particulier. C'est vrai que Marine Le Pen m'a demandé d'être le référent à la commission finances, notamment, qui est vrai qu'il chapeaute pas mal de sujets économiques particulièrement importants avec la crise de l'inflation. Et on le voit aujourd'hui, la politique monétaire de l'Union européenne qui part complètement dans le décor et qui a des conséquences sur le chômage ou sur les grands équilibres économiques de notre continent. Mais il y a plusieurs personnes au RN qui suivent ces sujets. Bon, c'est intéressant parce que vous lancez un peu les sujets dont on va parler, à savoir déjà la crise inflationniste. Bruno Le Maire nous dit ça y est, on est en train de sortir de cette crise inflationniste. L'inflation est à 4% aujourd'hui, elle était à 6% en début d'année. Il a raison? Non, Monsieur le maire a annoncé plusieurs fois le ralentissement de l'inflation. Il y a un moment, de toute façon, l'inflation ralentit forcément au bout de tant de mois. Mais les premiers chiffres qui nous viennent des négociations commerciales entre la grande distribution et la plupart des industriels qui devaient soi-disant résoudre le problème montrent que ça ne résout rien puisque visiblement un certain nombre d'acteurs annoncent des hausses entre 5 et 10% sur l'alimentaire. On voit aussi des tensions sur le pétrole qui montrent que l'inflation peut reprendre En pétrole, on est à 82 au dollars. gré des marchés. Oui, maintenant, mais je vois, il y a quelques semaines, j'essaie un peu de prendre de la hauteur sur les dépêches quotidiennes. Ouais. Il y a 2 semaines, on annonçait un pétrole qui pouvait tendre vers les 150 euros. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Monsieur le maire ne contrôle rien. En fait, aujourd'hui, l'inflation est entre les mains d'acteurs internationaux et de marchés sur lesquels la France a très peu d'influence, puisque malheureusement, depuis 50 ans, notre politique économique a consisté à se rendre dépendant du reste du monde au lieu d'être autonome. Mais la Banque centrale européenne a eu tort, comme ce qu'a fait aussi la Fed, parce que c'est dans son mandat, quand l'inflation était à 9 ou 10% en zone euro, de remonter les taux d'intérêt. Et ça marche puisqu'on est aujourd'hui sous 3% en zone Moi, euro. je pense que ça n'a rien à voir avec ce que fait la Banque centrale européenne. C'est intéressant comment vous l'avez introduit d'ailleurs. Vous avez dit comme la Fed. Comme la Banque centrale américaine, c'est justement ce que j'ai dénoncé dès le début, c'est qu'en fait la Banque centrale européenne s'est alignée sur la politique de la Banque centrale américaine alors que les fondamentaux économiques et les causes de l'inflation étaient très différentes. Il y avait de toute évidence une surchauffe de l'économie aux États-Unis, quoique ça reste même d'ailleurs à interroger, mais en tout cas les symptômes de surchauffe de l'économie américaine étaient plus clairs que celles de l'économie européenne. L'inflation européenne était quasiment uniquement importée dans un premier temps. C'est donc le cours des matières premières. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire la BCE? Mais en fait, la BCE aurait dû, je pense, laisser ses taux d'intérêt à zéro. En fait, ce qu'elle aurait dû faire la BCE mais depuis plusieurs années, c'est en fait cibler sa politique monétaire vers des investissements pour garantir l'autonomie énergétique en matières premières et industrielles de l'Union européenne. Ah ben peut-être, c'est pas son mandat. Mais ça, c'est bien le problème. C'est bien. Oui, mais l'inflation, c'est très large. Ça veut rien dire lutter contre l'inflation. Si lutter contre l'inflation, ramener l'inflation à 2%. Oui, mais ils l'ont jamais fait. De toute façon, si on prend sur la longue durée, la Banque centrale européenne n'a jamais réussi à tenir son objectif d'inflation. Mais sous l'ère de Jean-Claude Trichet qui vient souvent nous voir, oui. Il nous a dit que oui. Oui, c'est faux, parce qu'en fait, M. Trichet confond le hasard et ce qu'il fait. Voilà, c'est qu'en fait, ils ont fixé un objectif, mais c'est jamais la politique de la Banque centrale européenne qui l'a atteint. Et d'ailleurs, le mandat de M. Trichet a été complètement remis en cause par son successeur. Donc la BCE de Christine Lagarde aurait dû laisser ses taux d'intérêt à zéro. Non, mais zéro, on n'a jamais été favorable à cette politique-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aurait pas dû s'aligner sur la Banque centrale américaine et surtout qu'elle aurait dû interroger ses instruments monétaires. Pendant des années, la Banque centrale européenne a financé à tout va les marchés aussi bien pour répondre à la crise des dettes souveraines, mais aussi, on l'a peu dit, pour aussi acheter des obligations d'entreprise. Des dettes souveraines à juste titre. Non, mais je pense qu'il aurait dû beaucoup plus cibler ses investissements. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir critiqué la planche à billets pendant des années, ils ont fait de la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, on a imprimé de l'argent sans objectif politique et encore plus grave, sans objectif économique, à savoir rendre le continent européen plus fort et plus autonome. Les taux d'intérêt bas ont permis aux entreprises d'investir, donc tout ça est une catastrophe. Aux Français d'acheter leur logement. Les taux d'intérêt qui sont bas ont permis pendant toute cette période-là d'investir dans des maisons, s'acheter sa maison. Particulièrement, ça a surtout investi dans la spéculation. La situation du marché immobilier n'était pas particulièrement, là maintenant elle est en crise grave, n'était pas particulièrement florissant quand les taux étaient bas, puisque l'essentiel de l'argent malheureusement allait sur les zones tendues et donc a entretenu une spéculation plutôt que de rééquilibrer le marché immobilier. Je comprends bien sur l'ensemble du territoire. La BCE aurait dû faire alors depuis un an concrètement. Mais en fait, la BCE aurait dû orienter ses investissements, ce qu'on propose d'ailleurs toujours, enfin en tout cas ses flux monétaires, vers des investissements productifs,
vers des investissements, non pas de transition énergétique, vers des énergies renouvelables qui ne servent à rien, mais vers le renouveau du programme nucléaire, vers des vrais travaux d'isolation, vers le rapatriement d'un certain nombre d'activités, bref, cibler sa politique, ou en tout cas travailler avec les banques pour qu'elles le fassent. Or, il n'y a pas par exemple de coordination entre la politique de la Banque Centrale Européenne et ce que font les banques européennes de cet argent. Et donc on se retrouve dans des situations assez dramatiques où après 10 ans de politique monétaire extrêmement favorable, pour ne pas dire laxiste, nous n'avons rien financé d'utile. Donc c'est ça le bilan. Vous savez, on peut interroger beaucoup de choses, j'ai écouté votre interview autour de Total, mais on ne peut pas faire confiance au marché pour financer les grandes transitions. Le marché s'intéresse à ce qui rapporte à court terme, il est incapable de s'intéresser au long terme. Donc ça aurait dû être le rôle de la Banque centrale de travailler avec les banques pour faire de la prospective économique, voir ce qu'on pouvait rapatrier, ce qu'on pouvait pas rapatrier, et ne pas être... Non, je pense que c'est possible de le faire dans le mandat actuel. Il n'y a rien qui empêche la Banque Centrale Européenne de travailler avec les banques pour savoir où va cet argent justement pour lutter contre l'inflation. Parce que si votre mandat c'est l'inflation et vous imprimez de l'argent à tire-larigot qui va n'importe où, n'importe quoi, vous ne luttez pas contre l'inflation. L'inflation, vous préparez une crise d'hyperinflation et je pense qu'on n'a pas forcément encore vu le pire des dégâts qui pourraient arriver. Vous savez de combien la hausse des taux de la BCE va amputer notre croissance l'an prochain? Écoutez, j'ai cru voir 0,4. C'est 0,9, c'est 0,4 cette année, 0,9, c'est un point. C'est vrai que j'ai pas vu l'année prochaine, mais cette année c'était 0,4. 0,4 et 0,9. Et je vous ferai, j'avais pas le deuxième chiffre, mais je vous ferai remarquer que le Rassemblement national, qu'on est toujours taxé de rien comprendre en économie, est le seul mouvement qui avait annoncé le fait que la politique de la Banque centrale européenne allait affaiblir notre économie. Et quand on lit le dernier discours en anglais certes de Madame Lagarde sur la politique européenne, elle reconnaît que sa politique a affaibli, je cite, je traduis, a affaibli l'économie européenne. Donc ils ont sciemment affaibli l'économie européenne, alors que, je le redis, la cause de l'inflation n'était pas la surchauffe de l'économie européenne, tout le monde le dit en plus, l'importation de la hausse mais l'importation de spéculation à l'étranger. Est-ce que cette politique a permis d'atténuer la spéculation sur les marchés, sur les matières premières ou d'autres? Non, on le voit sur le cacao, ça reprend. Sur le sucre, c'est complètement grotesque puisque l'Union européenne a affaibli sa production de sucre et maintenant pleurniche sur le fait qu'on est dépendant des marchés internationaux du sucre. Donc on voit bien que la Commission européenne, d'une part, travaille n'importe comment, que les gouvernements n'ont aucune vision, et M. Le Maire qui passe sa vie à courir derrière la grande distribution et les grands industriels pour quémander des baisses de prix est complètement ridicule. Son rôle, c'est pas de quémander des gestes, c'est d'assurer que la France est le plus autonome possible sur les matières premières, et malheureusement, il n'a rien fait. Jean-Philippe Tanguy, sur le budget 2024, 1,4% de croissance attendue par le gouvernement, 2,6% d'inflation, 4,4% de déficit public pour l'année prochaine. Tout ça, ça peut être atteint, vous n'y croyez pas? Il n'y a pas de raison, moi je ne souhaite pas le malheur de mon pays, donc si M. Le Maire pense qu'il peut l'atteindre et qu'il l'atteint, tant mieux. Le consensus des économistes, des institutions est plus pessimiste que M. Le Maire. Moi, je ne prétends pas savoir ce que j'ignore, on verra bien. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la prévision de croissance, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de maîtrise des dépenses publiques. Il n'y a pas aujourd'hui l'essentiel des économies qui ont soi-disant été faites cette année sur le budget. Le fait de débrancher exactement les aides, les boucliers tarifaires. Exactement. Ils ont annulé des aides exceptionnelles qui, par définition, devaient être annulées de toute façon. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'une fois que vous enlevez ça, ils n'ont fait aucune économie. Et je pense que l'année prochaine sera très dure. Alors qu'on ralentit, alors que la croissance est quasiment zéro en spontané, est-ce que c'est maintenant qu'il faut couper dans les dépenses publiques? Ça dépend, on n'est pas contre-temps quand on fait ça? Ça dépend où va la dépense publique. Il ne faut pas être binaire, je pense que vous ne l'êtes pas d'ailleurs dans vos analyses de la dépense publique. Il y a de la bonne dépense publique, il y a de la mauvaise dépense publique. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement sont quand même historiquement faibles et on est noyé sous les dépenses de fonctionnement. Et le gouvernement ne lutte pas en fait contre la dérive structurelle des dépenses publiques françaises. Moi, j'ai identifié quelques dans les missions qu'on voit au budget. D'ailleurs, c'est dommage, on ne passe pas assez de temps en fait, sur ce travail critique qui permettrait de faire un grand ménage dans les dépenses. On ne peut jamais toucher à rien. Dès qu'on pointe une dépense inutile ou qui pourrait être réformée, par exemple, j'ai découvert qu'on payait 1 milliard de crédits carbone, que le contribuable payait 1 milliard de crédits carbone à la place d'un certain nombre d'industries polluantes françaises. Donc en fait, l'Union européenne met en place des crédits carbone pour décarboner l'industrie, et c'est l'État qui les paie à la place des industries. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc soit on supprime les crédits carbone parce qu'on considère qu'en fait les entreprises ne les paient pas, soit les entreprises doivent les payer. Mais si vous voulez créer un dispositif de pénalité
en l'occurrence 1 milliard d'euros, que les entreprises n'assument pas et transfèrent aux contribuables, on est dans l'usine à gaz technocratique la plus absurde possible. Et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Comment on trouve 12 milliards d'euros d'économies par an dès 2025? Ce que doit faire le gouvernement pour respecter sa trajectoire de finances publiques, pour passer sous les 3% en 2027, vous les trouvez où les économies? 12 milliards par an, c'est pas rien. La principale source d'économie qui est un tabou en France depuis 50 ans, c'est l'immigration et la politique sociale qui l'accompagne aussi. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Vous me demandez 12 milliards très rapidement, donc je vous dis de toute façon trouver 12 milliards très rapidement, c'est mettre la priorité nationale et le fait que les étrangers qui ne sont pas au moins depuis 5 ans en situation légale dans notre territoire ne touchent plus les aides sociales. Et là, vous ça représente combien ça? C'est exactement 15 milliards d'euros en tout. Et en plus, évidemment, l'expulsion des clandestins. Maintenant, je vois que notamment les Républicains se sont alignés sur notre programme sur ces enjeux-là, mais il faut l'appliquer. Voilà, aujourd'hui, la dérive des coûts liés à l'immigration est évidemment catastrophique. Ensuite, autre source d'économie majeure, c'est le budget européen. Nous allons entrer en élection européenne. Il y a une dérive des dépenses européennes qui ne sont pas du tout liées à des investissements utiles. C'est d'ailleurs, M. Macron le critique lui-même, la dérive des coûts de fonctionnement de la bureaucratie européenne. Il demande sans cesse des rallonges pour leur masse salariale, pour leur système de retraite qui est complètement dans le décor. Mais comme dès qu'on parle des finances européennes, on est taxé de vouloir sortir de l'Union européenne, enfin n'importe quoi, comme on ne peut pas avoir de débat rationnel sur la construction européenne et ses coûts. Il n'y a plus de débat là-dessus. On reste dans la zone euro. On reste dans la zone euro, et par contre, on le réforme de l'intérieur, en particulier la dérive de ces finances, puisque vous avez cette espèce de machin bruxellois qui est complètement autonome de tout contrôle public et qui dépense de l'argent n'importe comment, aussi bien dans ses coûts administratifs, mais aussi dans le gaspillage, le saupoudrage. Il n'y a aucune rationalité en fait dans la dépense publique. Et en cela, il faut bien redire que les commissaires européens, qui sont souvent inspirés de la haute administration française, sont devenus un peu la caricature de ce qu'on connaît à Bercy. Revenir sous les 3% de déficit public, comme le souhaite le gouvernement d'ici en 2027, c'est souhaitable? C'est une erreur de politique économique? Vous en pensez quoi? Moi, je ne suis pas pour le fétichisme des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que... C'est qu'on est mauvais élèves en ce moment en zone euro. Non, on est mauvais élèves depuis que ces indicateurs ont été fixés. Vous savez très bien que la France n'a jamais respecté les critères de Maastricht, jamais, y compris en période plus favorable de croissance, par exemple sous l'ère Jospin. Ça a dû arriver un tout petit peu. Non, jamais 3%. Le seul moment, en tout cas jamais 3% et 60% de dette en même temps. Oui. Mais même je me souviens sous Jospin, j'étais jeune, mais je me souviens, il y avait eu un petit peu de surplus financier et au lieu de le mettre en économie, la cagnotte. La cagnotte. C'est-à-dire quand on est moins en déficit, au lieu de réduire la dette, on considère qu'il y a encore plus d'argent à dépenser. Donc moi, je ne suis pas dans le fétichisme des chiffres, mais le problème, c'est que c'est du mauvais déficit. C'est que ce n'est que du déficit de fonctionnement pour payer des promesses électorales plus ou moins foireuses et on n'est pas dans l'investissement. C'est qu'en fait, on a un peu la double peine, c'est qu'on a des finances publiques qui sont essorées, avec 3 000 milliards de dettes, un record encore, je vois Eurostat, 48% de prélèvements obligatoires. Bon, l'INSEE compte un peu différemment, mais de toute façon, on est dans cet étiage-là, donc entre 45 et 48% de prélèvements obligatoires, donc on ne peut pas augmenter les impôts, évidemment, et un niveau de dépenses publiques qui ne va pas vers l'investissement. Donc on a, d'un côté, des finances publiques qui sont essorées, et un appareil productif, un système de formation, d'enseignement, un système de santé, même les transports aujourd'hui, qui sont dégradés. Donc on a vraiment une double peine, et c'est là, je suis télé, on voit l'incompétence de ceux qui se sont succédés au pouvoir. Si on avait dépensé de l'argent pour avoir un service public de qualité et une économie florissante, et en particulier un système d'enseignement, de formation qui corresponde aux besoins des entreprises présents et à venir. Mais ce n'est pas le cas, donc on est vraiment dans une situation, il faut bien le dire, assez inquiétante. Ouais, Jean-Philippe Tanguy, sur les impôts, beaucoup d'impôts ont été baissés depuis 2017. Suppression, je le rappelle rapidement, de la taxe d'habitation, l'ISF, réforme de la fiscalité du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des impôts de production. Et pourtant, et vous l'avez dit, Eurostat nous a rappelé hier en fin de journée que la France était championne d'Europe des impôts et des cotisations, 48% des prélèvements obligatoires contre 42% en moyenne en zone euro. Qu'est-ce qui s'est passé? Les impôts n'ont pas été assez baissés, les taxes sont montées, notamment les taxes sur la consommation, sur l'énergie, le tabac, l'alcool, les assurances, c'est ça aussi qui fait? Oui, c'est exactement ça, c'est ce phénomène aussi qu'on avait annoncé, dénoncé, c'est que les baisses d'impôts souvent mal ciblées, malheureusement, ont été compensées par une augmentation dramatique, il y a 2 ans, 30 milliards, encore 30 milliards l'année dernière, par exemple, pour la TVA, sur l'impôt sur la consommation, qui sont les impôts. En même temps, la TVA n'a pas été augmentée, c'est les gens qui consomment plus, voilà.
La consommation en volume a baissé. C'est l'inflation, C'est lié à l'inflation. l'inflation qui a augmenté, mais tout ça a été prévu par Bercy. De toute façon, en fait, moi je me souviens quand je faisais mes études, c'était déjà expliqué comme ça. Bon, c'était un parti pris idéologique. Considérer que la fiscalité indirecte, en particulier la TVA, devait devenir le pilier du financement de l'État. Or, cette fiscalité est Ça injuste. l'est aujourd'hui, quand on voit les chiffres de la Absolument. TVA. Par exemple, la taxe d'habitation, soi-disant supprimée, enfin elle a été supprimée, mais en fait elle a été compensée par un transfert massif de TVA, de part de TVA. Pareil, soi-disant la redevance de télévision qui a été supprimée, a été compensée aussi par une part de TVA. Et donc on voit bien que ces ressources de TVA qui auraient pu être utilisées autrement, hein, par exemple peut-être pour alléger les cotisations, c'était pour que la TVA sociale à la base, je ne suis pas pour, mais quitte à augmenter les recettes de TVA, autant l'utiliser pour alléger les cotisations sur les salaires et donc améliorer le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent et qui ont l'impression de... Qu'est-ce que vous baissez, vous, comme impôts et taxes, en premier? C'est la TVA. Nous, c'est vrai que le pilier de notre vision principale, c'est baisser la TVA, notamment sur les produits de première nécessité, pour lutter contre l'inflation, mais structurellement aussi baisser la TVA sur l'énergie, Ça, puisqu'elle est à c'est 20%. 10 à 20 milliards d'euros. C'est ça, absolument. En termes de C'est coût, 12 millions, non, on l'a assumé, c'est 12 Oui. à 15 milliards d'euros, Ouais, c'est effectivement. Enfin, ça dépend évidemment. Comment on le finance, du- sur Paris? C'est important. C'est cette question. les certains On revient. qu'on avait donnés. Il y a un plan d'économie sur le coût des normes, sur le coût du millefeuille administratif, sur le surencadrement administratif. Là, j'ai encore vu un rapport de la Cour des comptes qui établit que beaucoup d'administrations ne travaillent même pas 35 heures. Donc on voit la ville de Paris où c'est catastrophique. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup en fait de baisse structurelle des dépenses publiques ou d'amélioration de dépenses publiques qui sont en fait liées au fait que l'État n'est pas tenu. Si l'État n'est pas capable, quand même, depuis 1997, de faire appliquer la loi sur les 35 heures pour une partie de la fonction publique qui est dans un système clientéliste type mairie de Paris avec Mme Hidalgo, il faut dire qu'elle est honnête, elle s'accorde visiblement autant de vacances quand elle va en Polynésie qu'elle accorde à certains de ses agents. Et donc un transfert de la charge de travail, toujours sur les mêmes. Et vous avez d'un côté des gens qui sont formidables dans le service public et des gens, une minorité qui abusent de ce système. Donc vous voyez bien, en fait, les dépenses ne sont pas tenues. Et on le voit, vous savez, on a eu ce qu'on a appelé les dialogues de Bercy. Donc, on s'y est rendu, M. Le Maire, M. Attal avant et M. Cazenave maintenant, réunissent les forces politiques pour discuter des recettes et des dépenses. Et je vais vous dire, c'est même les Républicains qui l'ont proposé en premier. On demandait qu'on ouvre les comptes et qu'on puisse faire une vraie revue des dépenses et qu'on voit comment structurellement on a pu arriver à une telle dérive. Et bien Bercy se ferme et en fait ils n'ont aucune envie que la représentation nationale vienne se mêler des comptes publics. Et on le voit bien dans le budget. D'ailleurs ce cinéma du 49.3, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait le Parlement n'exerce pas son contrôle budgétaire sur la réalité des dépenses. On se pointe, on défend nos petits amendements, on s'invective, mais au fond, j'ai envie de dire, la caravane de Bercy passe, et en fait, le Parlement ne va pas chercher structurellement ce qui se passe dans les dépenses. Bon, avant de se quitter, juge Jean-Philippe Tanguy, on a eu le chiffre ce matin de l'INSEE sur les chômeurs, 64 000 chômeurs de plus au troisième trimestre, taux de chômage qui remonte selon le BIT à 7,4%. C'est une pause dans la baisse du chômage qui est réelle, ou est-ce que c'est un vrai retournement? Ou est-ce qu'on ne sait pas au final? On n'en sait rien, on va voir. Moi, évidemment, c'est aussi la responsabilité, on en revient à la politique monétaire qui a conduit à la hausse du coût de financement pour les entreprises, à un brouillard autour des projets d'investissement. Mais je vais vous dire, il y a aussi quelque chose de grave, puisqu'on peut parler un peu de sujet de fond aujourd'hui, je vous en remercie, c'est aussi la formation. Nous avons un problème de formation. Et donc, la hausse du chômage est aussi liée à un certain nombre d'entreprises qui ne trouvent pas les personnes idoines pour leur poste, qui n'ont pas aussi la capacité d'investir dans un certain nombre de projets productifs ou de recherche, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas trouver les personnes et qu'ils vont ailleurs. Et enfin, un des problèmes que nous avons, c'est que cette politique de baisse du chômage par le gouvernement était aussi très subventionnée, notamment la politique d'apprentissage, qui ne ciblait pas les bonnes personnes. Maintenant, tout le monde qui a quand même porté ses fruits. Oui, c'est sûr que si vous proposez aux entreprises de recruter des gens d'HEC ou de l'ESSEC pour 0 € et que l'État prend en charge alors que ce sont des profils qui n'ont pas besoin d'aide, oui, vous allez créer... Il y a un effet d'aubaine. Il y a un effet d'aubaine. Maintenant, tout le monde le reconnaît, mais une fois de plus, on a prêché dans le désert. L'apprentissage aurait dû bénéficier aux métiers manuels, aux métiers industriels où on a besoin de beaucoup de monde. Et malheureusement, la hausse de ces contrats a concerné des secteurs qui n'auraient pas eu besoin, non pas du modèle d'apprentissage qui peut être aussi utile, mais d'aide publique sur cet apprentissage. Les 8 000 €, c'est ça Oui, enfin c'est considérable. Ils vont être rabotés? Non, ils ne seront pas rabotés au final. On ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'en fait, au final, je pense que tout le monde en fait est d'accord sur le fait que ça n'a pas ciblé les bonnes personnes, mais qu'ils ont peur d'aggraver, si je puis dire, les chiffres du chômage. Et en tout cas, on est très loin du plein emploi parce qu'il y avait quand même aussi une grosse opération de propagande
quand vous avez le gouvernement qui explique que le plein emploi c'est 6% de chômage, alors que dans les démocraties normales c'est 2 à 3%, il fait quand même aussi... Nous on vient de plus haut aussi, il faut dire que... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'on parte de très loin ne veut pas dire que le plein emploi il n'est pas à 5 ou 6% de chômage. Merci beaucoup en tout cas Merci pour cet à vous. entretien. Jean-Philippe Tanguy, donc député RN de la Somme, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver à 14h en replay. Merci. Merci à vous, bonne journée.